Bonjour, j'espère que vous allez bien. Voici venu le temps de la troisième vidéo. Il s'agira d'une vidéo de méthodologie sur la dissertation. Il y aura plusieurs vidéos sur ce sujet accompagnées d'exercices. Comme d'habitude, prenez des notes. Vous êtes dans la partie méthodologie de votre classeur. Et voici aujourd'hui le plan de mon cours. Donc, dans une première partie, nous verrons la différence entre convaincre et persuader. Dans une deuxième partie, nous donnerons une définition de ce qu'est la dissertation. Et enfin, dans la troisième partie, nous verrons les différents types de plans possibles lorsqu'on fait une dissertation. Alors la première question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous êtes capable de me donner la différence entre convaincre et persuader? Je vous laisse 30 secondes derrière vos claviers là pour essayer de définir la différence entre les deux. C'est bon? Vous avez la réponse? Alors, convaincre et persuader sont deux mots différents. Ils ne sont pas du tout synonymes, mais ils ne sont pas forcément opposés non plus. On peut convaincre sans persuader, on peut persuader sans convaincre, on peut même mélanger convaincre et persuader. Alors, que veulent dire ces deux mots? Tout d'abord, convaincre. Convaincre, c'est obtenir l'adhésion de son interlocuteur en utilisant la raison. Donc, vous allez utiliser des arguments rationnels, des connecteurs logiques, des exemples. On va surtout vous demander de convaincre dans une dissertation. Maintenant, persuader. Persuader, c'est faire naître des émotions chez votre interlocuteur. euh, et donc, c'est utiliser les sentiments, euh, par exemple des images, des métaphores, des comparaisons. Ça peut aussi être des procédés oratoires comme l'apostrophe, les questions rhétoriques. On peut aussi remarquer des ponctuations exclamatives. Donc, concrètement, convaincre et persuader, euh, quelle est la différence? Je vais vous donner un exemple tout bête. Imaginez Kevina, élève de seconde, 15 ans, vient de faire tomber son smartphone par terre et vient d'éclater l'écran. Il est foutu. Ah là là, c'est la catastrophe. Le meilleur objet de sa vie est détruit. Elle va donc, le soir venu, aller voir sa mère euh, pour lui demander de lui acheter un nouveau téléphone. Elle a deux possibilités. Elle peut la convaincre ou elle peut la persuader. Ah, premier exemple, elle va chercher à la convaincre. Maman, oui, je voudrais te voir. Euh, j'ai cassé mon smartphone ce matin. Il faut absolument que tu m'en achètes un. Tout d'abord, parce que je ne peux plus communiquer. Si j'ai besoin d'appeler, je n'ai plus de téléphone. Deuxièmement, je n'ai plus accès à Pronote et donc je ne peux plus aller voir mon cahier de texte. Et troisièmement, j'en ai également besoin pour aller sur Internet. Donc voilà, vous avez vu, Kevina, elle a utilisé convaincre, elle a cherché à convaincre sa mère, elle a utilisé des liens logiques, premièrement, deuxièmement, et elle a utilisé vraiment des arguments très rationnels. On va voir une seconde Kevina un petit peu plus manipulatrice. Elle va chercher à persuader sa maman. Donc elle va arriver le soir. Maman, maman d'amour chérie que j'aime, est-ce que tu es là? Oh, t'as l'air fatiguée de ta journée de travail, tu veux que je te masse?
J'ai fait toute la vaisselle aujourd'hui. Donc là, vous voyez, elle commence à jouer sur les sentiments. Ah, au fait, maman, je voulais te dire, euh, j'ai brisé mon smartphone ce matin. Oh, je suis tellement malheureuse. Tu sais, je suis très inquiète le soir quand je sors du lycée. Il y a des gens louches dans la rue. Et sans téléphone, ben, j'ai peur. J'ai peur qu'il m'arrive quelque chose et de ne pas pouvoir t'appeler. Maman, j'ai cassé mon téléphone et je suis très triste parce qu'aujourd'hui, je voulais t'envoyer un SMS pour te dire combien je t'aime. Donc vous voyez ce genre, la persuasion de Kivina, bon là elle est un peu grossière, mais elle joue sur les sentiments de sa mère, elle joue sur sa peur, elle joue sur son amour pour sa fille, etc. etc. Donc là vous avez l'explication de la différence entre convaincre et persuader. Comme je vous l'ai expliqué plus tôt, on peut également mélanger les deux, chercher à convaincre et chercher à persuader en même temps. À vous, dans un texte, de repérer ces deux procédés d'argumentation. Donc dans cette deuxième partie du cours, nous allons définir ce qu'est la dissertation. Certains l'appellent aussi composition. C'est un exercice d'argumentation organisée qui répond à un problème posé par un sujet. Donc la dissertation est composée idéalement de trois parties, c'est-à-dire une introduction, un développement et une conclusion. C'est un exercice qui va mobiliser vos connaissances, votre culture, vos capacités de réflexion et d'expression. C'est un exercice qui est dominant dans le système scolaire français. Vous allez le retrouver dans de nombreuses matières, en français, en histoire, en géographie, en SES, en philosophie. Vous pouvez même le retrouver plus tard dans vos études universitaires et également dans les concours de la fonction publique. Donc c'est vraiment un exercice qui est vraiment utilisé à l'écrit euh, pour évaluer les personnes. C'est un exercice qui me semble fondamental car il permet à chacun d'exprimer son opinion et de la défendre. Alors je vais vous donner des exemples de sujets. Un sujet de français par exemple. Faut-il s'identifier à un personnage pour être captivé par un roman ou un récit? Je vous donne également un sujet d'histoire. Les transformations économiques et sociales en France depuis 1945. Et pour terminer, un sujet de philosophie. Est-il possible d'échapper au temps? Donc maintenant, parlons de ce qui va vous arriver l'année prochaine à l'épreuve du bac français à l'écrit. Donc l'année prochaine, vous aurez le choix entre le commentaire composé ou la dissertation. Si vous prenez le sujet de dissertation, il portera forcément sur l'une des 4 œuvres que vous aurez étudiées avec votre professeur l'année prochaine. Il faut donc bien connaître cette œuvre et apporter avec soi une certaine culture littéraire accumulée durant l'année. Alors nous allons maintenant aborder la troisième partie du cours sur les différents types de plans dans une dissertation. La première chose que vous allez devoir faire est d'analyser le sujet. Donc il va falloir le lire plusieurs fois pour bien le comprendre. Vous allez prendre votre crayon et vous allez souligner et encadrer les mots-clés. Et vous allez reformuler le problème soulevé par ce sujet sous forme de question avec vos propres mots. C'est ce qui deviendra la problématique de votre dissertation. En français, il y a 2 types de plans qui sont utilisés. On va commencer par le premier, le plan dialectique. Alors le plan dialectique, qu'est-ce que c'est? C'est un plan où il s'agit de répondre à un sujet polémique ou à une confrontation de points de vue. Donc on vous demande de mesurer les choses, de peser le pour et le contre. Essayez de vous imaginez vos mains comme des plateaux d'une balance de Roberval et que vous devez trancher la situation. Alors il faut se demander si la question qui vous est posée est fermée ou ouverte. Si la question est fermée, c'est que vous pouvez y répondre par oui ou par non. Et si vous pouvez y répondre par oui ou par non, forcément, il s'agira d'un plan dialectique. Le plan dialectique est en 3 parties. C'est le très grand classique thèse, antithèse, synthèse. Alors, pour bien comprendre, je vais vous donner un exemple. Alors, le sujet, là, c'est le théâtre ne sert-il qu'à divertir?
Alors vous voyez, à cette question, on peut répondre par oui ou on peut répondre par non. C'est donc une question fermée, et donc cela appelle un plan dialectique. Alors dans une première partie, vous pourriez faire oui, le théâtre ne sert qu'à divertir. Dans une deuxième partie, non, le théâtre ne sert pas qu'à divertir. Et dans une troisième partie, la synthèse. Alors il ne s'agit pas de donner une réponse de Normand en disant peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Non, il s'agit de dépasser le sujet. Donc, proposition de dépassement, on pourrait dire la visée du théâtre est également catharsique et morale. Alors quand vous avez un plan dialectique comme ça, le oui-non dépassement, il ne s'agit pas d'être aussi catégorique. Il ne faut pas faire un plan de schizophrène non plus. Vous n'allez pas dire oui, puis de l'autre côté dire non. Il faut être un peu plus subtil que ça. Donc là, je vous donne le plan un peu plus subtil. Grand 1, oui, la première fonction du théâtre est de divertir. 2, toutefois, il sert aussi à s'instruire. Donc là, vous avez bien fait le oui, non, mais de manière beaucoup plus subtile. Et le grand 3, visée catharsique et morale, force le spectateur à voir son reflet personnel. Alors, dernier conseil pour le plan dialectique. Imaginons que le sujet soit êtes-vous pour ou contre la peine de mort. On commence toujours par la thèse avec laquelle on est le moins proche. Et en deuxième partie, on expose la thèse avec laquelle on est le plus proche. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous êtes pour la peine de mort, ben ça veut dire qu'en grand 1, vous allez commencer par les arguments contre et en deuxième partie, les arguments pour, avec lesquels vous êtes le plus proche. On va passer maintenant au deuxième type de plan en français, qui est le plan thématique. Qu'est-ce que le plan thématique? C'est un type de plan qui répond à une question ouverte cette fois-ci. Cette question ouverte va vous demander de ranger les éléments que vous voulez apporter, les arguments que vous allez apporter, vos idées, par catégorie, comme si vous les rangiez dans des tiroirs. Alors, pour bien comprendre ce type de plan, je vous donne un exemple. Quelles sont les fonctions d'un téléphone portable? Vous ne pouvez pas répondre oui ou non. Vous allez devoir trouver différentes fonctions au téléphone portable. Donc voilà, différentes catégories, différents tiroirs. Alors on va ouvrir 3 tiroirs. Première fonction d'un téléphone, c'est de communiquer. Deuxième fonction d'un téléphone, c'est se divertir. Et troisième fonction d'un téléphone, il peut être utile de diverses façons par ses applications. Alors maintenant que je vous ai présenté les deux grands types de plans que l'on peut retrouver dans une dissertation de français, en bonus, je vais vous donner d'autres types de plans que l'on peut retrouver dans d'autres matières. Alors, troisième type de plan, vous avez le plan chronologique. Donc il s'agit de faire un plan qui va couper une période en plusieurs petites périodes chronologiques. Imaginez, votre sujet de dissertation, c'est tout simplement la Première Guerre mondiale. Bien, vous savez que la Première Guerre mondiale va de 1914 à 1918. Comment je peux couper cette période de temps? Si vous connaissez bien votre cours d'histoire, on pourrait le couper de cette manière. Grand 1, 1914, guerre de mouvement. Grand 2, de 1915 à 1917, guerre de position. Et Grand 3, de 1917 à 1919, mondialisation du conflit et dénouement. Quatrième type de plan, c'est le plan cause-conséquence. Imaginez en géographie, vous avez le sujet suivant. Les risques naturels et technologiques au Japon. Bien, dans une première partie, vous pourriez faire cause de ces risques. Et dans une deuxième partie, conséquences de ces risques sur l'ensemble du pays. Enfin, cinquième et dernier type de plan, c'est ce qu'on appelle le plan scalaire. Scalaire vient du latin scala, qui veut dire échelle, donc un plan d'échelle. Donc imaginez un sujet de géographie ou d'éco, hein. Le chômage des jeunes en France. Vous pourriez faire grand 1, chômage au niveau local, grand 2, chômage au niveau régional, et grand 3, chômage au niveau national. Donc
Là, je vous ai donné les 5 grands types de plans que l'on peut retrouver en dissertation. Sachez que parfois, on peut mélanger un petit peu ces plans pour obtenir un plan plus personnel. Voilà, cette vidéo sur la méthode de la dissertation est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, j'y répondrai. Sachez que tous les commentaires sont filtrés, c'est moi qui décide lesquels apparaissent ou non. Donc si vous êtes timide et que vous avez un petit peu peur de révéler, de poser des questions, dites-le moi et je ne le ferai pas apparaître. Je vais également vous donner du travail pour la semaine qui vient. Je vais vous mettre 2 liens dans la description de la vidéo et dans la discussion générale de la chaîne. Donc ces 2 liens, ça va être 2 documents. Le premier lien, ce sont des exercices sur la dissertation à faire avant de visionner la 5e vidéo qui apparaîtra, que je posterai certainement autour du lundi 30 mars. Et le deuxième lien, ce sont des questions à préparer sur le chapitre 1 de Candide. Donc il faudra préparer ces questions avant de regarder la 4e vidéo qui, elle, apparaîtra ce vendredi 27 mars. Voilà, j'espère que vos familles et vous-même allez bien, que vous preniez soin de vous. Et je vous laisse avec une citation de Blaise Pascal qui, je l'espère, va vous faire réfléchir en ces temps troublés. Le monde est si inquiet qu'on ne pense jamais à l'instant présent, mais à celui où l'on vivra, de sorte qu'on est toujours en état de vivre à l'avenir et jamais de vivre maintenant.